Donc, je vous propose, pour terminer cette journée, donc une deuxième discussion, une dernière discussion avant le mot de la fin. C'est Jacques Beaudoin qui connaît très, très bien le secteur que je vous présente tout de suite, qui va animer ce panel. Jacques, qui vient tout juste de prendre sa retraite, qui est avocat, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été dans le domaine pendant des années, directeur des affaires publiques et juridiques au Réseau québécois des OSBL d'habitation durant 10 ans. Avec ses invités, il va des gens d'ailleurs qui sont très, très proches du terrain, qui connaissent bien la réalité de ceux qui ont des besoins particuliers de logement. Jacques, donc, qui va aborder ces questions avec ses invités, qui va aussi peut-être déjà faire une tentative de premier bilan de cette journée, parce que, je vous le disais ce matin, moi, ce que je trouve intéressant dans cet exercice de journée au pluriel, c'est qu'il y en a une deuxième demain, en groupe plus restreint, mais où des gens du milieu vont essayer, à partir de tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, vont essayer de mettre ça en forme, d'en arriver à une vision commune, des objectifs communs, comment on canalise ça, comment on organise tout ça en s'inspirant de ce qui se fait en Europe, pour améliorer la situation au Québec. Bref, il y aura déjà un premier bilan avec les invités de Jacques que je vous laisse avec lui. Vous êtes en bonne main, il connaît ça par cœur. Amusez-vous bien. Merci Jacques. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je m'ennuyais un peu de vous. Je reconnais dans la salle plein de gens que j'ai côtoyés dans les dernières années, qui sont plein de gens qui sont vraiment investis pour faire avancer le droit au logement, pour trouver des solutions, pour répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises qui rencontrent un certain nombre d'enjeux ou de difficultés en matière de logement, d'accès au logement et de maintien en logement. Je suis surtout content de voir que l'événement a remporté ce succès-là de participation, parce que ça m'indique que dans un contexte qui est vraiment celui dont on parle depuis plusieurs mois, et dont on parle ici depuis ce matin, de graves crises du logement et d'urgence, où c'est pas facile de voir ça, et en même temps, ça peut être très frustrant de voir des fois l'absence de décision ou des décisions insatisfaisantes qui sont prises pour résoudre la crise du logement. Bien, on pourrait avoir tendance à la résignation, mais l'événement d'aujourd'hui puis votre participation démontre le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résignation dans la salle, au contraire, il y a une volonté juste d'aller de l'avant et de le faire plus et mieux et plus vite pour garder le cap sur réaliser progressivement le droit au logement pour l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Alors, le dernier panel cet après-midi a été convoqué sous le thème « Regard croisé sur le logement social et communautaire ». On a évidemment des invités qui ont une expertise variée par rapport à différents enjeux qui touchent le logement, qui vont y participer. Donc, je vais les inviter à s'approcher, je vous les présente. Et pour les biographies, on va faire comme ça a été fait jusqu'ici aujourd'hui. Là, on va vous épargner la lecture, mais allez consulter les biographies des panélistes là, dans le programme. D'abord, il y a Dr Mylène Drouin, qui est directrice régionale de santé publique à Montréal. Merci, Mylène, d'être avec nous. Il y a Bruno Dion, puis là, je vérifie ton titre, Bruno, coordonnateur au développement des affaires et au partenariat au groupe de ressources techniques Action Habitation à Québec. Bruno, qui est un ancien collègue quand je travaillais au RQH, et lui, à la Fédération régionale des OBNL d'habitation Québec-Chaudière-Appalaches. J'ai Stéphane Grenier, qui est professeur à l'École de travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et comme je vous le disais aussi, accessoirement à temps perdu, est président du conseil d'administration de l'organisme La Piole à Val-d'Or. Et finalement, Patricia Vianney, qui est coordonnatrice de la Fédération des locataires d'HLM du Québec. Donc, on va utiliser la même formule, mais vous allez voir que je n'ai pas nécessairement les talents d'animateur de Jacques Beauchamp, mais on va y aller pour le mieux, puis un peu avec la même formule d'échange sur une série d'enjeux qui ont été identifiés en amont de la tenue de la journée. Je mentionnais que vous êtes impliqués dans des champs d'activité ou d'expertise qui ont un lien avec le logement, mais pas nécessairement uniquement le logement. Mais vous avez, disons, une vision sans doute différente chacun et chacune d'entre vous par rapport aux besoins de la population actuellement en matière de logement. Donc, en fonction de vos champs d'expertise, c'est quoi les principaux constats que vous faites
par rapport à la situation actuelle. Puis je vous dirais, dans un contexte où il se passe beaucoup de choses en matière de logement, on en a parlé, là, et parmi ce beaucoup de choses-là, il y a des nouveaux programmes, des nouvelles façons de faire, autant au niveau municipal, au niveau de Québec ou d'Ottawa, qui ont été mises en place. Sans nécessairement que ça s'inscrive dans une stratégie ou un plan d'ensemble. Mais dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui se passent, avez-vous l'impression que, en tout cas, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction par rapport à l'avenir? Je commencerai, Patricia, toi. OK. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Ben, peut-être avant, ça serait quoi? Tu sais, je me suis posé la question, mais c'est quoi mon expertise? Puis peut-être que j'amènerais l'expertise, je dirais, locataire, de vivre dans un logement social ou d'espérer vivre dans un logement social. À la Fédération des locataires de HLM, on défend les droits des locataires de HLM, mais au quotidien, on est beaucoup en contact avec des gens qui espèrent avoir un HLM. Donc, je vais plus parler de la question HLM. Tu sais, le côté optimiste avec les HLM, c'est qu'il y en a beaucoup. On parle de 63 000 logements HLM. On vient d'avoir un programme de rénovation des HLM. On voit que finalement, on n'a pas laissé tomber les HLM existants. Ça peut rendre optimiste parce que c'est vraiment une offre de logement social dont on a besoin. Là où je suis clairement plus pessimiste, c'est si je prends le regard locataire, en particulier le regard des requérants. Les listes d'attente continuent d'augmenter année après année. On voit une résidualisation même de l'offre. Les délais sont tellement longs. On veut tellement cibler les locataires à qui on attribue les logements parce qu'ils vivent toutes sortes d'urgences comme l'itinérance, la violence conjugale, des choses comme ça. Ça fait qu'on se retrouve avec un parc, le parc HLM, qui est très difficile d'accéder pour les locataires qui en ont pourtant extrêmement besoin. Je ne compte pas les témoignages dans les journaux de gens qui se font évincer de leur campement et qui nous témoignent qu'ils sont sur une liste d'attente pour un HLM. Donc, c'est sûr que du point de vue des locataires, je ne suis pas très optimiste parce qu'on ne voit pas de programme actuellement dédié au logement social et au HLM en particulier qui vont faire qu'on va doubler ce qu'on a besoin. Là, des journées comme aujourd'hui, un peu comme tout le monde, c'est sûr que ça me rend plus optimiste parce que je vois qu'il y a vraiment une volonté que tout le monde se mobilise pour répondre aux besoins des locataires, des requérants. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais on se posait la question tantôt, on vise-tu ceux qui ont les besoins impérieux, on vise-tu tout le monde? C'est sûr que moi, de ce que je vois avec mon expertise, ma fameuse expertise, c'est que c'est ceux qui sont en attente d'un logement HLM, d'un logement social à 25% des revenus, ceux qui sont victimes de discrimination sur le marché privé notamment, c'est eux qui ont vraiment besoin qu'on réponde à leurs besoins. Donc ça, en tout cas, il y a du travail qu'on doit trouver tout le monde faire ensemble. Et Stéphane, tes principaux constats par rapport à la situation actuelle? Ni positif ni négatif, mais mettons, il va falloir passer une phase encore plus négative qui va arriver. En fait, avec la non-intervention au niveau des plateformes locatives, Airbnb, VRBO, Work and Stay, qui se multiplient d'ailleurs, il n'y a plus juste Airbnb, avec la hausse des taux hypothécaires, la remise en vente de certaines propriétés, la non-accession à la propriété de certaines personnes et des locataires qui poussent en arrière. On va arriver dans un momentum de crise assez sévère cet été, puis peut-être même l'été prochain. OK? Mais pourquoi je suis plutôt positif? C'est parce qu'à ce moment-là, on va prendre conscience de l'intérêt central du logement, qui est un des piliers de la citoyenneté, mais aussi de la santé. Un peu comme quand la COVID a rendu la population itinérante excessivement visible. Hein, en Abitibi, on se plaignait au niveau de l'Agence de la santé. Mon Dieu, il y a du monde, aidez-nous. On a de la difficulté à supporter le volume qui arrive vers l'organisme La Pierre de Val-d'Or. Puis on disait, oui, envoyez-nous des statistiques, précisez vos statistiques. Puis quand tout a été fermé, puis qu'il ne restait plus que notre monde dans la rue, on fait, il y a bien du monde, il faut qu'on vous aide. C'est un peu ça qu'on vous dit depuis quelques années, mais bon. Là, c'est à peu près ça qui va se produire aussi en logement. Puis la perte du chez-soi occasionne des coûts sociaux terribles. Hein? On a des petites politiques d'aide à la pièce, de location de chambres d'hôtel, de programmes de soutien au logement. Tous ces coûts-là vont exploser, plus les coûts en services sociaux, les coûts scolaires, etc. Et donc, il va réellement y avoir une prise de conscience, à mon sens, collective. Et prions pour qu'on refasse un sommet sur le logement pour co-construire un nouveau programme qui va être efficient et efficace.
Bruno, dans le secteur des GRT, vous êtes au cœur de l'évaluation des besoins parce que c'est des projets qui sont issus des communautés et qui viennent répondre justement, qui expriment la réalité des besoins sur le terrain. Comment tu vois les choses actuellement? Moi, j'essaie toujours d'être optimiste par rapport à des situations de crise. Là-dessus, je pense que je suis assez proche de ce que disait Edith tout à l'heure. Churchill disait, quand il y avait la crise, il disait « il ne faut jamais gâcher une bonne crise ». Il faut jamais... Et puis, c'est l'occasion toujours de pouvoir repenser les choses. On est dans une situation assez paradoxale parce que, en même temps, il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table de débloquer par les différents paliers de gouvernement. En tout cas, quand on voit le dernier budget fédéral, c'est vraiment impressionnant. Et en même temps, il n'y a aucune vision commune et aucun arrimage entre les programmes entre eux, et donc des grandes difficultés pour réussir à répondre à un enjeu qui est le même sur tous les territoires. Donc, on est vraiment, il y a besoin d'avoir une volonté politique, d'arriver à se concerter, à arrimer ensemble des programmes plutôt que de se diviser. Et ça, c'est une nouvelle étape qui est nécessaire si on veut aller de l'avant. C'est là qu'on en est. On arrive à faire des projets. On a plusieurs projets qui sont en cours, donc il y a quand même beaucoup de logements qui vont être livrés. Les GRT, je pense, ont prouvé à la fois leur expertise et leur professionnalisme en étant ceux qui ont répondu à tous les appels à projets. C'est 85% des projets qui sont en cours, c'est les GRT qui les conduisent. Mais il faut, comme le disait un intervenant tout à l'heure, il faut aussi changer d'échelle. Il faut réussir à aller beaucoup plus vite pour répondre à une crise qui est d'une ampleur inégalée jusqu'à présent et qui va nous coûter cher parce que l'argent qu'on ne met pas dans le logement, on va dépenser plus cher pour les personnes qui sont aujourd'hui dans la rue et qui seront demain aussi dans la rue. Donc ça va nous coûter beaucoup plus cher au final. Généralement, dans notre secteur, le logement social et communautaire, on répète toujours la formule que le logement, c'est un déterminant de la santé. Mais au-delà de ça, présentement, dans le contexte qui est quand même particulier, celui qu'on connaît, d'un point de vue de santé publique, c'est quoi les principaux impacts, les principaux constats que vous faites dans le réseau de la santé publique? Effectivement, c'est pas juste un déterminant de la santé, c'est un des déterminants les plus structurants de la santé d'une population, des inégalités, mais aussi, quand on parle de changement climatique, de la capacité de passer à travers les crises qui s'en viennent. Donc, pour moi, travailler, et pour nous, en santé publique, travailler sur le logement, c'est une pièce maîtresse pour régler beaucoup d'enjeux de santé qu'on a. On l'a vu dans les histoires, le développement du logement s'est fait beaucoup sur des enjeux de salubrité. C'est là qu'on a investi beaucoup dans notre perspective de santé publique. Et là, maintenant, on aborde le logement sous plusieurs autres dimensions, évidemment, l'abordabilité, la qualité du logement, autant dans la grandeur, comment il va s'adapter au changement climatique, qui ne sera pas un îlot de chaleur ou un petit four. Évidemment, tout ce qui est la stabilité résidentielle, la place du logement dans le quartier, dans un milieu de vie complet où il y a des services, et tout ce qui touche la qualité de l'air, le bruit. Fait qu'on le sait que si le logement va avoir, si on travaille sur toutes ces dimensions-là, puis le Danemark le fait aussi un peu, on va être capable d'avoir un impact sur beaucoup d'enjeux sociaux, évidemment santé mentale, violence conjugale, développement de l'enfant et évidemment des enjeux de santé physique, et les coûts vont être beaucoup moindres. Les constats que moi, puis je vais y aller du pessimisme à l'optimisme, on va dire, mais la crise, elle était déjà là avant la pandémie. La pandémie a juste exacerbé, rendu plus visible dans certaines régions, dans d'autres, c'était déjà assez visible, merci, et a aussi révélé des nouveaux besoins, des gens qui étaient comme à la limite de l'instabilité résidentielle, qui ont basculé. Et on le voit, là, le recensement en itinérance, on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, ça m'occupe beaucoup ces temps-ci. Donc, le recensement en itinérance, c'est près du quart qui disait que c'était de l'éviction. On a fermé depuis 2020 en 2022 près de 160 RPA aînés. L'instabilité résidentielle chez les aînés, c'est criant. Donc, on entend parler de sécurité alimentaire, qui est une conséquence des enjeux du logement chez les familles. Donc, tout ce qu'on entend, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de ce qui se vit comme détresse, parce que
il y en a qui ont accès à des HLM ou à d'autres logements, mais qui vivent quand même des stress d'instabilité. Donc, le problème, il est là. Ça, c'est mon côté pessimiste. Je pense que ça prend, aujourd'hui, ce qui me rend optimiste à écouter ce que d'autres pays font, comment ils ont inclus la vision de l'habitation dans leur ADN comme peuple, comme bien collectif. On construit des routes, c'est des routes publiques, on construit des hôpitaux, des écoles publiques, mais comment le logement devient aussi partie intégrante de ce qu'on doit avoir comme société, comme richesse collective. Et ça prend une stratégie d'habitation qui va, oui, peut-être se calculer en cible, là, comme on se disait, 20 de logements sociaux et communautaires, tant de milliers de nouveaux logements, mais qui va intégrer aussi toutes les 5 dimensions que je parlais tout à l'heure, avec des indicateurs sociaux, des indicateurs de qualité de logement, d'environnement, qu'on ne va pas déplacer, on va choisir où on va mettre ces logements-là et comment on va les adapter à la diversité des besoins. Autant des personnes aînées, des personnes qui vivent seules, des personnes handicapées, des personnes, évidemment, les maisons de chambre sont un exemple. Donc, on se doit d'avoir une politique globale, intégrée, bien réfléchie. Et ce qui est optimiste, c'est que je vois qu'il y a des leviers qui existent qu'on n'a pas encore utilisés, mais il va falloir mettre l'accélérateur. C'est quand même spectaculaire si on recule juste 2 ans en arrière, en mai 2022, donc avant le déclenchement de la dernière campagne électorale, il n'y avait pas consensus sur la réalité même de la crise du logement. Maintenant, c'est admis. On peut dire victoire au moins. Après ça, qu'est-ce qu'on fait de cette reconnaissance-là? C'est une autre question. Mais minimalement, au moins, tout le monde reconnaît qu'il y a une crise du logement ou qu'il y a des crises du logement aussi. On pourrait parler de crise au pluriel. Par contre, dans le discours public dominant, disons, il y a une explication qui est ressortie, qui est de dire qu'essentiellement, la crise du logement, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et de fait, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il manque de logements. Et on va expliquer la situation par le fait qu'il y a eu une croissance mal anticipée de la demande, qu'on va peut-être lier aux enjeux d'immigration, par exemple, et que l'offre ne s'est pas développée suffisamment parce qu'il y a des freins au développement, bon, etc., etc. Mais souvent, on présente la solution comme étant rétablir l'équilibre en augmentant l'offre. De toute évidence, augmenter l'offre, on ne s'en sort pas, ça fait partie de l'équation et ça fait partie des solutions. Mais comment vous vous situez par rapport à ça? C'est-à-dire, quel type d'offre qui va permettre de vraiment répondre, non, peut-être pas à la demande, mais aux demandes qui sont liées à des besoins qui sont souvent très particuliers par rapport à certaines catégories de la population. Donc, comment vous vous situez par rapport à cet enjeu-là? Augmentation de l'offre, mais quel type d'offre qui est susceptible vraiment de contribuer à une résolution de la crise? Tiens, Stéphane, pour débuter. Oui, il faut augmenter l'offre, c'est sûr et certain, parce que c'est ce débalancement du marché-là qui occasionne la crise au niveau logement, parce qu'il y a aussi une crise d'abordabilité qui est la conséquence qui suit la crise du logement. Donc, tant qu'on n'a pas rétabli l'offre, on va voir l'abordabilité qui va partir en vrille, puis ça ne l'arrêtera pas. Donc, pour stabiliser les marchés, il faut avoir une offre. En Abitibi-Témiscamingue, j'ai tracé un portrait, en fait, de la crise du logement touche l'Abitibi-Témiscamingue depuis 2006. Ça fait depuis 2006 que le taux d'inoccupation n'a pas passé la barre des 0 % à Val-d'Or. OK? Ce qui fait que c'est une des 2 villes où c'était le plus rentable d'acheter une maison en 2006, c'était Rouen ou Val-d'Or. Yes! C'est là que j'ai acheté ma maison. Il y a quand même des bons coups qu'on fait. Mais c'est tellement grave comme crise en ce moment qu'on est après développer un modèle de drive-in, drive-out en Abitibi-Témiscamingue. C'est-à-dire que ce n'est plus une place où on vient vivre, c'est une place où on vient uniquement travailler. Okay? Donc, les gens voyagent. Et les entrepreneurs locaux achètent des propriétés pour loger leurs employés sur place. Donc, si tu ne travailles pas pour une minière, si tu ne travailles pas pour une compagnie béton-fournier, tu n'as pas de logement. La crise est tellement grave, est tellement rendue là que le recteur de l'université dit qu'il veut s'affranchir du marché immobilier et construire des résidences pour étudiants parce que nos programmes ne se développent plus. Hein? Malgré les bourses perspectives qui remboursent l'entièreté du programme de travail social que tu ferais et plus des autres frais, on a 8 étudiants à Val-d'Or sur une capacité de 45. La raison? Il n'y a pas de logement pour loger les étudiants.
Une chambre se loue 900 $ par mois, une chambre. Donc, on ne parle même pas d'un 1,5 qui serait un prix exorbitant. Donc, quelle offre qu'il faut donner? Une offre qui est très variée. C'est-à-dire, construisons en ce moment pour répondre à tous les besoins. Puis ça peut être des besoins de jeunes familles travailleurs minières, comme ça peut être des besoins de personnes itinérantes. Encourageons les projets qui vont lever de terre, les projets les plus porteurs, qui vont être construits le plus rapide pour rebalancer un peu l'ordre. C'est comme ça que j'irais. Patricia, tu as un peu ouvert la porte déjà en parlant des besoins et des enjeux des requérantes de HLM, qui font partie des besoins les plus criants, les plus impérieux actuellement là, sur le marché de l'habitation. Mais comment tu te positionnes par rapport à cette idée-là qui circule beaucoup, là, que on va construire, puis ça va résoudre le problème? C'est sûr qu'il y a des données objectives qui nous donnent l'impression que oui, ça va être ça la solution. On regarde les taux d'inoccupation, on regarde la faiblesse des mises en chantier dans certains endroits, mais je te dirais que nous, à la Fédération, puis, si je prends justement le point de vue des locataires, je ne suis pas certaine que développer l'offre coûte que coûte dans tous les secteurs, ce soit là-dessus que nous, collectivement, on doit mettre notre énergie. Je pense que Louis l'a bien dit, les logements, développer l'offre, oui, mais de quel genre de logement, quelle offre on veut développer? On l'a dit, il y a un enjeu énorme d'abordabilité, puis ce qu'on veut adresser, tout le monde, c'est les impacts de ce problème d'abordabilité, puis ceux qui vivent le plus d'impact, je pense qu'on l'a tout dit, c'est ceux qui sont à plus faible revenu, c'est ceux qui sont sur toutes nos listes d'attente. Je parlais des listes d'attente HLM, mais il y a des listes d'attente de partout, les GRT, les coops, les OBNet, tout le monde gère des listes d'attente. Pourquoi moi je commencerais par le bas? On parle souvent d'effet percolateur en disant quand on va vendre des maisons, quand on va créer de l'accession à la propriété, on va libérer des logements locatifs. Nous, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que quand tu crées du logement social et communautaire, tu libères des logements abordables sur le marché privé parce qu'on dit que ça prend une multiplicité de solutions. Ça ne prend pas juste des programmes de développement, ça prend des programmes aussi pour maintenir l'abordabilité, ça prend des programmes pour... On en a parlé tantôt, c'est en libérant des logements abordables privés par des gens qui sont admis dans des projets de coop, de HLM, qu'on arrive aussi à libérer sur le marché privé. Puis pourquoi pas voir l'effet percolateur comme quelque chose, on grimpe des marches, puis le logement social et communautaire, développer massivement l'offre de logement social et communautaire, ça peut avoir cet effet-là. Ça nous a été démontré par plein de monde ce matin. Le logement social et communautaire a un impact sur amène de la compétition au marché privé, devient concurrentiel, ça limite justement la spéculation quand on en atteint un nombre important. Donc, il faudrait commencer par là. En tout cas, oui, il y a un enjeu d'offre et de demande, mais ceux qui souffrent le plus du manque d'offres, c'est ceux qui sont à plus faible revenu ou qui vivent des discriminations dans l'accès au logement pour d'autres raisons que leurs revenus. C'est eux, je crois, c'est cette offre-là qui est qui manque le plus, c'est cette demande qui crée aussi les plus grands drames humains, c'est cette demande qui collectivement nous coûte très cher. Donc, besoin d'une diversité de réponses, mais commençons donc par ceux qui en subissent les pires conséquences. Le secteur du logement social et communautaire a réussi, c'est une réussite, même si c'est peu quand on compare avec les chiffres en Europe, à offrir 160 000 logements réellement abordables à 160 000 ménages. On peut juste s'imaginer, s'il n'y avait pas ces 160 000 logements-là actuellement dans le marché de l'habitation au Québec, quel effet ça aurait sur la crise du logement qu'on connaît actuellement. Ça serait vraiment bien pire. Mais le secteur n'a pas uniquement fourni un toit et un logement abordable à des gens qui en avaient besoin. Il a aussi développé des pratiques comme le soutien communautaire en logement social qui visent pas juste qui vise à faire en sorte que, oui, l'acquisition d'un logement, mais la stabilité résidentielle ensuite, c'est franchement au cœur aussi de notre modèle. Au niveau de la santé publique, avez-vous ces réflexions-là aussi sur l'importance de la stabilité résidentielle au-delà de l'accès, l'acquisition d'un logement abordable, qui est comme évidemment la première chose la plus urgente à régler pour beaucoup? Oui, puis ça va pour rebondir aussi sur la question de est-ce que c'est que construire, puis le marché va réguler, et finalement, je pense que clairement, il y a quelque chose à consolider avant tout.
C'est pas un et l'autre, un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il faut consolider et réguler le marché privé de par les prix, les Airbnb, etc. et tout ça, mais aussi consolider le logement social et communautaire. Puis dans les recommandations que les directeurs de santé publique on avait fait, à la fois dans le plan de lutte à la pauvreté et dans différents mémoires, il y avait, oui, de rehausser des cibles, mais aussi de financer à la fois différents modèles de logement. Donc, ça veut dire autant les maisons de chambre que des logements adaptés pour des clientèles qui ont des besoins particuliers, incluant aussi tout ce qui touche dans le milieu du logement social et communautaire, le soutien communautaire, donc qui aide à la réinsertion de certains groupes. C'est indispensable et ça a des fois, il y a comme des vases communicants, on le voit avec les maisons de chambre, par exemple. Actuellement, un des constats qu'on voit, c'est que, comme on le disait, les étudiants ont de la misère à se loger. Fait que des fois, ils se retrouvent à occuper les maisons de chambre, qui étaient le rempart à l'itinérance. Et ces gens-là, tu sais, c'est tout, il y a comme toute une chaîne qu'on voit. Puis l'autre élément, je dirais, c'est de réfléchir cette construction-là, pas juste sur des portes, mais où elles sont et où elles sont dans des quartiers ou des milieux de vie qu'on dit complets en termes de services. Et dernièrement, on est en train de faire une grande tournée avec les données du développement de l'enfant. Ça peut paraître loin du logement. On fait 21 quartiers où on amène les données sur le développement des enfants de 0 à 4 ans, les enjeux. Et ce que les familles nous disent, c'est qu'ils se sont déplacés de quartier. Et là où ils se sont déplacés, les services communautaires ne sont plus là. Puis pour aller à la bibliothèque, pour aller à la piscine, pour aller chercher le service, il faut traverser 2 viaducs où il n'y a pas de transport en commun. Et tout ça, c'est cette vision de... On ne peut pas penser que le marché privé va arriver à réfléchir à toutes ces dimensions-là de besoins et arriver à couvrir. Donc, est-ce que c'est uniquement le logement social communautaire ou une stratégie d'habitation englobante, intégrante, avec une réelle vision? Je pense que c'est là qu'on trouverait probablement le meilleur équilibre dans les programmes, les mesures et la réglementation. Bruno, ton point de vue sur... Et il faut changer le rapport de force. Il faut changer le rapport de force. On ne peut pas être à 5%, continuer à être à 5%. Il faut absolument qu'on se donne les moyens d'atteindre l'objectif de 20% dans les délais les plus rapides possibles. Ça passe par des stratégies qui sont diverses, si on veut y arriver, parce que quand on regarde ce qui nous a été montré par des intervenants précédents, dans les bonnes années, on a réussi à faire 3000 logements en construction. Donc on ne va pas tout d'un coup se mettre à construire 17 000 logements par an, ça ce serait un mythe. Donc il faut à la fois combiner un effort de construction plus important que les années précédentes avec des achats de bâtiments existants pour les sortir du marché, spéculatif et les faire entrer dans le marché social. Et il faut se souvenir aussi qu'on n'est pas que dans le logement, on construit, comme disait le docteur Mylène, des milieux de vie, et donc ça demande plus de temps, plus d'habilité, plus de ressources aussi, et les ressources, elles doivent venir d'autres ministères que le ministère de l'Habitation. Jusqu'à présent, on a toujours fait porter au ministère de l'Habitation toutes les solutions pour le logement, et ça ne peut pas être le seul ministère qui est responsable de ça. Outre le ministère de la Santé, il y a d'autres ministères qui ont aussi des moyens et des budgets, et c'est souvent leur clientèle, qui sont aussi leurs clientèles les plus vulnérables. Il faut que d'autres ministères participent dans des financements pour qu'il y ait des intervenants socio-communautaires qui soient présents en plus grand nombre, si on ne veut pas échapper non plus des gens qui sont actuellement dans le logement social, mais pour qui aussi c'est difficile là. Et puis, c'est ça, il faut prendre toutes les stratégies. En tout cas, pas être que dans la construction, c'est sûr que ça ne peut pas être la seule solution aujourd'hui. On est dans un événement aujourd'hui où ce qui est au cœur de la discussion, c'est le logement social et communautaire. Donc, et je pense que je peux m'avancer en disant qu'il y a un consensus très, très fort là, sur l'objectif du 20 %. Puis comme ça a été mentionné, puis encore qu'on est raisonnable, on parle de 20 % du parc locatif. On ne parle même pas encore de 20 % du parc de logement en général. Donc, on est vraiment dans une perspective de
acquisition, construction, mais de développement du bâti et de sécuriser du bâti abordable pour rééquilibrer le marché et répondre aux besoins des gens. J'aurais quand même envie de faire un peu l'avocat du diable. Ça a été soulevé mentionné par M. Canu ce matin, qui disait que c'était des débats qu'il y a eu en France aussi sur l'aide à la pierre versus l'aide à la personne. Et c'est quand même un enjeu où on pourrait prétendre, je ne dis pas que c'est mon point de vue, mais on pourrait prétendre que, en particulier dans un contexte de crise actuelle, l'aide à la personne va donner des résultats plus rapidement pour des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer actuellement dans le marché privé. Puis si on leur donnait un coup de pouce financier pour payer leur loyer, bien, on les sécuriserait à court terme plus rapidement que d'attendre le 2, 3, 4 ans au mieux avant que des projets se réalisent. Certains diront aussi que c'est une solution que des personnes peuvent trouver plus intéressante puisqu'elle est susceptible de leur laisser un certain choix sur le type de tenue où elle souhaiterait habiter, qui n'est pas nécessairement le logement social et communautaire. Donc, dans ce débat-là, qui n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais qui est un débat, je pense, dans la société, et qui fait l'objet d'études, d'ailleurs, de rapports actuellement au niveau du gouvernement du Québec, comment vous vous situez dans cette tension-là, disons, entre les deux approches? On privilégie l'aide à la pierre ou l'aide à la personne, ou est-ce qu'il y a complémentarité entre les deux? Si oui, quel type de complémentarité? Mylène, peut-être pour débuter. Mais je pense, mais c'est sûr qu'à court terme, puis à l'état de la crise actuelle, on n'aura pas le choix de faire affaire, d'utiliser l'aide à la personne, puis on le fait déjà, là. C'est direct ou même par d'autres programmes qu'on a. Mais ce n'est pas la solution, ça c'est sûr. La solution passe, oui, par l'aide à la pierre et par une stratégie beaucoup plus englobante, et je suis tout à fait d'accord, intersectorielle, pour voir si on voit l'habitation comme vraiment un déterminant en amont de plusieurs enjeux sociétaux. Puis, je pense et qu'on veut atteindre notre 20 %, on se doit d'investir avant tout dans l'aide à la pierre et dans un 20 % qui reste hors marché spéculatif pendant longtemps, ou pour toujours. Donc, ça c'est assez, pour moi, c'est assez, ça sera un petit peu l'avenue. Puis j'avais une autre idée, mais elle est partie. Elle est partie. Patricia lève la main, peut-être que tu l'as attrapée. C'est moi qui est comme... C'est correct. C'est sûr que l'aide, moi je pense, on a dit on veut se baser sur les expériences. Je pense que maintenant ça nous a été dit très clairement. L'aide à la pierre, c'est pas résilient comme forme d'aide. L'aide à la personne, pardon. ça nous a été dit mot à mot, là j'ai pris en note. Comme c'est vraiment l'intervention qui finit par coûter le plus cher d'abord, qui a un impact spéculatif. Puis je pense que monsieur nous a dit, ce n'est pas une forme résiliente d'intervention, l'aide à la personne. Moi, de plus en plus, on entend puis on ne parlait pas tant que ça de l'allocation logement est tellement peu généreuse, que c'était pas... Mais le PSL, le programme de supplément loyer, l'aide à la personne vraiment, là, quand les gens qui sont sur le marché privé, comme tu disais, qui peuvent même avoir l'idée, je vais pouvoir rester dans mon logement, on le voit de plus en plus mis de l'avant comme une solution. Moi, je trouve que c'est important qu'on dise, le PSL, ce n'est pas du logement social. Le PSL, c'est une aide pour que les personnes payent moins cher leur loyer, mais on est vraiment loin du logement social et de tous ses avantages. Tous les modèles dont on a parlé ce matin en Europe et ici, c'est des modèles de logement social qui sont basés sur une démocratie participative, qui émanent du milieu, qui ont un impact sur leur milieu de vie. Combien on a vu de projets de HLM ou de coop en accès logis dans des quartiers, au bout du quartier, puis maintenant, c'est le cœur du quartier. On a commencé par des projets de logements sociaux pour redynamiser certains quartiers. Donc, ce rôle-là, c'est parce qu'on a financé la pierre, c'est parce qu'on a financé des milieux de vie au complet et pas juste un individu qui paye moins cher. Donc, c'est sûr que moi, je me situe clairement du côté de l'aide à la pierre. En même temps, ça prend souvent un complément d'aide à la personne parce que dans le contexte actuel où les coûts de construction sont énormes, si l'aide à la pierre n'est pas assez élevée, on le voit, là, les loyers que ça donne, ce n'est pas des loyers réellement abordables. Donc là, combiné à une aide à la personne, ça peut devenir intéressant. Mais je pense que c'est... En tout cas, moi, j'insiste pour dire que l'aide à la personne, ce n'est pas du logement social. C'est une aide financière, mais ce n'est pas une forme de logement social et communautaire avec tous les côtés positifs qu'on met de l'avant régulièrement.
Stéphane et Bruno, souhaitez-vous ajouter C'est un grain de sel? un très mauvais médicament, l'aide à la personne en crise du logement quand il manque de logement, parce que ça provoque une inflation du coût des loyers. Puis à ce moment-là, ben, on paye de plus en plus cher dans le beurre. Puis il va arriver un moment donné, comme il se passe en Abitibi-Témiscamingue, où le coût des loyers va être tellement élevé qu'ils ne sont plus admissibles au PSL. Donc nous, on retourne en Abitibi les PSL. On n'est même plus capable d'aider les gens avec les PSL. C'est ce qui se produit. Ceci dit, c'est un outil économique intéressant si on avait un débalancement inverse du marché de locatif, c'est-à-dire qu'on aurait 11 de taux d'inoccupation. Là, surtout, on ne construirait pas. Là, on donnerait du PSL parce qu'on a des logements vacants. On va quand même essayer d'entretenir le parc existant. Ce serait plus écologique. Mais là, on est en crise du logement. On manque de logement, donc il faut construire. Bruno, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais je suis assez d'accord, mais dans une situation de crise, on a besoin d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Donc c'est pour l'instant, il faut d'abord régler cette crise. Après, sur la vision à long terme, ce qu'il faut, c'est essayer, encore une fois, de pouvoir, aujourd'hui, du côté de l'économie sociale, être dans un changement d'échelle en essayant de faire des projets plus structurants, plus grands, pour répondre aux besoins. Mais il y a besoin d'utiliser tous les outils à court terme, puis sans doute il y a besoin surtout de contrôler aussi les loyers dans le marché privé. Tant qu'on ne touchera pas à ça, on ne touchera pas à l'essentiel. Bien, je t'interpellerai, Bruno. Il nous reste vraiment peu de temps, mais rapidement, à tour de rôle, mais on va commencer par toi. Dans le fond, parmi l'ensemble des propos qu'on a entendus aujourd'hui, les présentations qui ont été faites, autant la perspective européenne versus le panel que précédé, puis l'historique que François et François Saillant, André Fortin nous ont présenté, c'est quoi les idées fortes que tu retiens et qui pourraient alimenter la suite des choses, notamment les discussions qu'il y aura en petits groupes demain là, pour développer des nouvelles perspectives? Mais ce que je retiens, c'est ce qui m'a, dans les modèles européens qui était pertinent, c'est d'avoir des financements qui ne sont pas liés au monde politique, mais qui viennent de nous-mêmes. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à gagner le fait de pouvoir développer des projets sur notre équité. Plusieurs en ont parlé tout à l'heure. Ça, c'est important et il faut prévoir du financement qui ne soit pas attaché aux politiques, qui ne soit pas lié à des gouvernements et où on ne soit pas victime après de changements tout d'un coup parce que le gouvernement change et qu'il arrête de faire des logements comme quand il y a eu l'austérité avec la politique d'austérité menée par Philippe Couillard ou quand les libéraux ont décidé d'arrêter le programme HLM au niveau fédéral. Il faut qu'on arrive à trouver un mode de financement qui nous permette de continuer à faire du logement social, quel que soit le gouvernement. Ça, tant qu'on n'arrivera pas à gagner cette autonomie... Je te reprends, il ne faut pas dire austérité, il faut dire rigueur. Oui. Patricia? Ben, moi, oui, c'est sûr que on est dans les mêmes eaux, mais moi, je le prends de l'autre bord. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que quels que soient les outils financiers qu'on se donne, quelle que soit la volonté politique, ça va toujours être ça qui va faire la différence. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu des présentations, selon où on se situe dans l'histoire, selon la crise dans laquelle on se situe, tout ça, c'est la volonté politique qui a fait la différence, puis qui s'est exprimée comment? Par des lois qui enchassaient le droit au logement, par des principes, partout. Moi, j'ai entendu ce matin, le logement est vu comme quelque chose qui va structurer nos communautés. Donc, on veut répondre à des besoins, on fait partir les projets du milieu, on veut une démocratie. J'ai beaucoup entendu ça. Les fonds, oui, c'est sûr que tout le questionnement autour d'un fonds, nos propres fonds, mais moi, j'ai aussi entendu d'où vient l'argent dans ces fonds, puis j'ai encore besoin d'y réfléchir, parce que j'ai beaucoup entendu ce matin que selon d'où vient le fonds, d'où vient l'argent, ça oriente aussi le type de développement qu'on fait, le type de logement qu'on propose. Donc, je garde en tête, moi, ce que j'ai dit depuis le début, il y a tous ces gens qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas... cool à loger, là, qui vivent toutes sortes de discriminations, qui n'ont pas les moyens de se loger, c'est quel fonds, qui va vouloir les loger, ce monde-là. Donc, il faut vraiment, je pense, garder en tête qu'un fonds, selon qui il contribue, puis on va en reparler demain, selon qui il contribue, ça va avoir beaucoup d'impact sur qu'est-ce qu'on va développer. Puis je crois qu'on l'a tous dit, on a besoin des 3 tenues, on a besoin de logement public, on a besoin de coop, on a besoin d'OBNL. Donc, il faut qu'on ait ça aussi en tête. Un fonds, mais qui répond à une diversité de besoins, puis qui ne se laisse pas orienter par le privé ou les philanthropes, parce que ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous, comme mouvement logement social et communautaire.
Mylène. Ben moi, ce que je vais rebondir sur le fait que ça prend une volonté politique, puis ça prend une stratégie ou une politique de l'habitation qui va nous permettre de bien positionner le déterminant logement dans toutes ses dimensions, puis pour répondre à une diversité de besoins. Parce qu'on n'a pas... on a des... L'autre élément que je retiens, c'est que, puis j'ai été très inspirée ce matin, je ne suis pas du tout dans le milieu de la finance en logement, mais il y a quand même des exemples. On le sait que c'est possible. On va dire comme ma mère, on n'est pas plus niaiseux que les autres, on est capable. Et on a des bases au Québec, on a des outils. Ça prend un alignement de certains, à partir des acquis qu'on a pour construire cette meilleure concoction de financement, mais je pense qu'on peut y arriver là, comme société. Et il faut le voir. Le troisième élément, c'est que je pense qu'il faut voir le logement, pas comme une dépense, mais comme un investissement social. Ça va nous coûter tellement cher en santé, services sociaux, mais pour faire face aux crises qui s'en viennent, climatiques, la juxtaposition des crises, l'itinérance coûte cher, tout coûte cher. Et le logement demeure au cœur de ces crises-là et une des solutions principales. Donc, je pense qu'il faut changer un petit peu le paradigme. Et dans ce sens-là, un travail qu'on a commencé à faire avec certains partenaires à l'échelle du Québec, c'est d'évaluer les coûts sociaux et économiques du mal logement. Donc, on est en train d'essayer de quantifier puis d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça va représenter de ne pas investir correctement à loger notre population. Je voulais juste préciser, parce que je ne voulais pas que mon intervention soit vue comme l'idée que l'État n'a pas une responsabilité à jouer. Ce n'était pas ça que je voulais. L'État, il a un rôle majeur à jouer, mais il faut que le financement du logement social il soit prévu de manière pérenne et permanent. Et dans ce sens-là, c'est à l'État de mettre en place les outils. Mais il faut que les outils ne soient pas liés au monde politique et aux décisions politiques. Il faut qu'il y ait du financement permanent pour le logement social qui soit prévu. C'est à l'État de le prévoir, c'est à lui de guider ça. Mais il faut qu'on soit à l'abri des revirements politiques et des susceptibilités, parce que quand Poilievre va arriver au pouvoir et qu'il va enlever tout l'argent qui a été mis en place par la SNL, ou quand un autre gouvernement viendra pour couper ce qui a actuellement, ce qui a été mis sur la table, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc il faut qu'on se donne des outils qui soient des outils structurants, des programmes, pour pouvoir avoir du développement continu tous les ans et que ce ne puisse pas s'arrêter au niveau du logement social. C'était juste pour préciser que ce soit bien clair. Stéphane, pour conclure. Effectivement, ça prend une volonté politique, mais encore là, je vais revenir sur l'idée de co-construction. Les programmes les plus pérennes qu'on a eus au Québec ont été co-construits avec la société civile, avec les municipalités. On pourrait même embarquer les entrepreneurs. Puis des idées originales, on peut en avoir, puis en avoir des masses. Je pense juste aux sommes qu'on a investies, tous les OSBL en habitation, puis les offices municipaux d'habitation en assurance privée qui sort de nos poches puis qui s'en va dans des poches d'actionnaires. Si on pouvait juste se faire un fonds québécois assurantiel puis s'auto-assurer et générer par le même fait de l'argent à réinvestir en logement social, ce serait donc merveilleux. Est-ce que la régie pourrait me donner une indication? On avait prévu un 10 minutes de période d'échange avec la salle, mais là, on m'indique que le temps est écoulé. Est-ce que ça incluait le 10 minutes ou là, on a encore un 10 minutes pour les échanges? Non. 20. Non, c'est-à-dire qu'il ne resterait pas de temps pour des... Oui, une ou deux? OK. OK. On aurait du temps pour une ou deux questions. Alors, je vous invite, comme on le fait depuis le début de la journée, à vous présenter au micro, à vous identifier, à poser une question. Et puis, si vous posez votre question à un panéliste ou une panéliste en particulier, de le préciser. Oui, en avant. Oui, bonjour. L'échec du matériel. Je vais déposer ça ici. Je suis super contente d'avoir la direction de la santé publique puis le sens présente aujourd'hui, puis les discussions aussi sur les problèmes de recrutement de la main-d'œuvre, les problèmes de recrutement étudiant. On en parle beaucoup comme des indicateurs d'impact du logement social. Puis, ce que j'aime avec ce que vous avez dit, Mme Drouin, c'est que, en fait, ce n'est pas juste des mesures d'impact. Il y a une valeur réelle qui est générée. On évite des coûts dans le système de la santé, on évite des coûts dans le système de l'éducation.
On évite des coûts importants en sécurité publique aussi. Et ça, c'est une valeur réelle qui est générée par le logement social et le logement communautaire. Puis si on fait lien avec le financement dont on parlait ce matin, c'est qu'en fait, on est une classe d'actifs qui n'a rien à voir avec... On ne devrait pas comparer avec l'immobilier privé, en fait. C'est une classe d'actifs qui génère une valeur qui est différente. Et moi, le fait que vous venez d'annoncer que vous êtes en train de faire une étude plus détaillée des coûts qui sont évités, je serais intéressée à en apprendre un peu plus sur où est-ce que vous comptez amener ça. Est-ce qu'il y aurait ma façon de réfléchir une contribution au financement du logement social à même les coûts évités? C'est une très bonne question. C'est une étude qui démarre pour l'ensemble des régions du Québec avec l'Observatoire des inégalités sociales. C'est vraiment les coûts du mal logement, les coûts sociaux et économiques. Et c'est sûr que c'est dans une perspective d'influence des politiques publiques, puis d'amener, évidemment, à voir, le réseau de la santé, c'est presque 60% de nos dépenses sociétales. Donc, c'est sûr que si on est capable de travailler sur un déterminant qui a un lien direct. Puis l'autre élément je pourrais vous parler de l'étude, mais elle est encore à l'échelle méthodologique là, de mise en commun des banques de données. Donc, je n'ai pas de résultats. Et l'autre élément qui risque, selon moi, d'être aussi un point de rupture dans il y a la partie des coûts de l'itinérance, mais il y a la cohabitation sociale. Puis, on le voit actuellement, là, il y a la crise du logement crée des enjeux dans plusieurs quartiers de Montréal. Et c'est clairement, à un moment donné, ces populations-là plus vulnérables qui ont des parcours différents. Ça peut être un parcours d'EPJ, un parcours d'incarcération, un parcours de santé mentale, de dépendance ou d'éviction, parce qu'il y a 25 %. C'est quand même, derrière ça, c'est un enjeu de logement. Et la solution va passer par le logement. Fait que je pense qu'aussi la population va finir par le demander aussi, qu'on réinvestisse en logement pour être capable d'être dans des milieux de vie où le vivre ensemble est présent. Merci. Le micro à l'avant. Bonjour. Bonjour. Martine Alipatry, agente de développement, logement et habitation pour la MRC de la Vallée de la Gatineau. Donc, on parle beaucoup de construire comme piste de solution en logement. Ce qui se passe dans les régions plus éloignées, c'est que les promoteurs ne veulent pas et ne peuvent pas construire du logement social dû au coût de construction. Quand on parle aussi des subventions, on ne cadre pas non plus trop dans le système de pointage puisqu'on n'a pas de système d'aqueduc, d'égout. On n'a pas non plus de centres commerciaux, de transport en commun. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui ont été réfléchies pour la crise du logement en région? Bonne question, Stéphane. Moi, j'ai proposé à la conférence des préfets d'Abitibi-Témiscamingue que chaque municipalité ait une taxation propre pour le logement social, puis de la mutualiser au niveau de la région complète. De façon à ce que, c'est pas tu restes à Messrine, dans l'Outaouais, un tout petit village, bien que tu puisses, à ce moment-là, si tu as un projet de 20-30 unités, le sortir de terre tout de suite, parce que tu ne vas pas aller accaparer ce fonds-là. T'sais. Sans ça, la municipalité de Messrine n'aurait jamais les fonds suffisants pour faire sortir ça de terre. Ce serait la seule solution que j'aurais. Puis je ne passerais pas par le PAC, tu ne seras jamais capable, effectivement, avec tout ce que tu as nommé. Tu es mieux de passer par un projet SCHL, puis le financer différemment, ça va aller plus vite. Merci. Patricia? Peut-être la solution, peut-être se baser sur le passé. François nous parlait ce matin d'un programme HLM qui a existé jusqu'en 1993. Ce que ça nous apprend, c'est que quand on a un programme qui est bien financé, qui se suffit à lui-même, que c'est clair, tu appliques à un endroit, ça va couvrir les dépenses, tu sais comment tu vas être financé dans ton exploitation pour les 35 prochaines années. Quand tu as ce type de programme-là, tu as des municipalités qui arrivent à développer un 10 logements au fin fond de la Gaspésie ou de la Beauce. On en a des HLM partout, des petits immeubles, des fois un 10 logements qui étaient développés. Je sais qu'on parle peut-être d'un autre contexte, mais on parle aussi d'un moment où on avait un vrai programme qui arrivait à couvrir les dépenses puis l'exploitation. Donc,
peut-être qu'on peut s'en inspirer pour des solutions. Merci beaucoup. Merci. Le micro à l'arrière. Merci beaucoup. Neil Armand de la Société d'habitation des communautés noires. Je reprends un mot de François Saillant qui était combat. Je nous encourage à reprendre ce mot et de ne pas perdre cet esprit-là. Dans ce contexte-là, je suis un peu perplexe qu'on n'a pas abordé en fait 2 sujets pour moi qui sont, dans le fond, un peu l'éléphant dans la pièce. Au niveau de la crise, on dirait que ces éléments-là ne sont jamais pris en considération, alors que c'est nos gouvernements québécois et canadiens qui sont directement responsables de ces 2 éléments-là. L'immigration temporaire pour venir travailler et combler des jobs. Le nombre de permis dans les 5 dernières années qui ont été délivrés en immigration temporaire au Québec, on parle de plus de, je vous donne le chiffre, désolé, 290 000. Je ne sais pas si vous réalisez quel impact ça a sur le marché du logement locatif. Deuxième élément, et souvent, soit dit en passant, je suis obligé de le faire ressortir dans les médias, on utilise l'immigration comme bouc émissaire aussi pour faire porter une partie de la crise du logement, alors qu'on importe des gens pour venir travailler sans savoir où est-ce qu'on va les mettre à coucher puis à rester. Ça, je pense que c'est un problème qui est majeur. Deuxième problème qui est majeur, c'est la question des visas étudiants qui sont délivrés pour venir étudier au Canada. Il y en a eu plus de 2 millions d'émis en 5 ans aussi. Fait que, comment est-ce que nous, ici, on ne peut pas sortir d'ici solidaire, qu'on soit banquier, qu'on soit dans le monde communautaire, qu'on soit expert, qu'on soit chercheur, pour ne pas se lever et se battre et dire qu'on ne peut pas permettre à nos gouvernements de faire ces 2 fonctions-là, et aussi vitales qu'elles puissent être en économie, s'ils ne balancent pas le parc du logement social et abordable et du marché locatif pour être capable d'accueillir ces gens-là. Tant aussi longtemps qu'on ne réglera pas cet aspect-là pour dire qu'on doit trouver une façon d'équilibrer ça, c'est le panier percé qu'on fait, là. On va essayer d'en mettre autant qu'on voudra. Ça ne va jamais retenir pour corriger le problème parce que ces chiffres-là ne vont pas en diminuant, ils vont en s'accélérant. Donc, non seulement que les financements sont pas au rendez-vous pour l'existant, pour le monde qui sont là, mais on importe et des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires sans avoir que ce soit participation des universités ou des endroits où est-ce que les employeurs qui amènent ce monde-là pour contribuer à résoudre le problème parce qu'il crée un vrai problème. Mais on en a besoin économiquement, je comprends, pour le développement. Mais il va falloir, à un certain moment donné, qu'on adresse cette question-là de front. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez de ça. Vous commencez. Bruno? Oui, je pense qu'il faut être très vigilant quand on aborde cette question comme ça, parce que la crise du logement actuellement, elle est mondiale, elle n'est pas liée uniquement au Québec. Donc, beaucoup de pays où il n'y a ni d'importation d'immigrants temporaires, ni de hausse extraordinaire d'étudiants, connaissent aussi une crise du logement sans précédent. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Puis, il faut faire attention parce qu'il y a un enjeu là-dedans, à force parce que c'est quand même un thème qu'on entend souvent dans les médias qui est rapporté, notamment sur la question de l'immigration, et qui, au début, paraît anodin comme ça, mais qui peut après très vite se transformer dans une vague conservatrice, voire raciste par la suite. Donc, il faut être très vigilant comment on en parle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Parce qu'effectivement, notamment la question des étudiants, on sait que c'est une manière de financer des universités qui sont sous-financées par ailleurs et que c'était une manière pour les gouvernements d'encourager les universités à trouver des financements autonomes.
Mais je ne pense pas que ce soit la question majeure de la crise du logement. La crise du logement, on l'a dit tout à l'heure, on était plusieurs à le dire, elle a commencé bien avant l'augmentation massive des immigrants temporaires et des étudiants. Donc, il y a un lien qui est à faire, j'en suis, mais ce n'est pas la raison de la crise. Donc, je ne pense pas que ce soit l'éléphant blanc dans la pièce. Je pense que c'est une fausse excuse qui est prise par certains pour essayer de détourner l'attention. La question, ce n'est pas de savoir combien d'immigrants vont venir, c'est est-ce qu'on est à la hauteur au niveau du nombre de logements sociaux qu'on offre dans le pays aujourd'hui. C'est ça, il ne faudrait pas qu'on se trompe de débat. Le débat, c'est avoir assez de logements pour répondre aux besoins de la population, quelle que soit la population. Et... Non. Stéphane, je t'ai vu lever la main, vas-y. Oui, bien, c'est parce que la situation est bien particulière. C'est non seulement, c'est pas la cause de la crise du logement, on la voyait venir, la crise du logement. Peut-être que ça lui donne une amplitude un peu plus grande. Mais on a besoin de l'immigration. L'indice de remplacement de l'Abitibi-Témiscamingue est de 50 %. Qu'est-ce que l'indice de remplacement? C'est le nombre de personnes qui quittent le marché de l'emploi versus le nombre de personnes qu'on intègre. Il est de 50 %. D'ici 2034, je vais avoir perdu la moitié de la population active en Abitibi-Témiscamingue. Si je veux simplement tenir ouvert mon McDonald's sur le coin de la route, j'ai besoin d'une population migrante. Pas pour venir voler des jobs, juste pour venir remplacer la main-d'œuvre qui quitte. Puis effectivement, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est l'immigration principale, c'est l'immigration africaine. Okay? Puis on est vraiment content de les avoir. Parce que le matin, je ne pourrais pas avoir de café au Tim Hortons s'ils n'étaient pas là. Mais il faut les loger, ces gens-là. Okay? Il faut les loger pour qu'ils aient travaillé. Puis quand on parle d'étudiants, on parle du financement des universités. Mais ce n'est pas juste ça. Moi, j'en supervise des étudiants étrangers. En ce moment, j'en ai 2 sur ma responsabilité de la République du Congo puis de l'Algérie. Bien, une est médecin. D'ici 2 ou 3 ans, elle va vous soigner à l'hôpital. Puis Serge, il travaille dans la planification en santé. Ça va être probablement un des gens qui va remplacer dans le système de santé qui s'en vient. Donc, on oublie ça aussi. Moi, je dis que c'est une deuxième vague de colonialisme. Après leur avoir volé leurs ressources naturelles, on leur vole la main-d'œuvre pour la réintégrer au Québec. C'est des gens qualifiés qu'on forme. Là. On ne forme pas des gens pour justement, je parlais du Tim Hortons, on forme du monde qui travaille au Tim Hortons. On les forme à l'université pour travailler dans des postes de pointe un peu partout. Donc, c'est important, cette immigration-là. Et Vraiment, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas comprendre qu'on interprète que je serais peut-être partie prenante. Non. Je ne comprends même pas ce que vous me répondez dans la réalité. Ce sont des faits. C'est une réalité acquise. Ce que je dis, on ne peut pas avoir des gouvernements qui veulent régler la crise du logement, qui contribuent par ces 2 éléments-là à empirer la crise. Je n'ai jamais dit que c'était uniquement la crise. J'ai dit qu'on doit se lever collectivement ici et en faire un cheval de bataille auprès des gouvernements pour assurer que quand on importe des gens, qu'on décide de permettre que ces gens viennent, mais qu'on doit les accueillir adéquatement, qu'on doit avoir la place pour. Il faut qu'eux s'assurent d'avoir des mesures complémentaires en plus de qu'est-ce qu'on a de besoin pour régler la crise du logement. C'est ça que j'ai dit. Bien, effectivement, comme Gilles Vigneault disait dans une de ses chansons, « Ma chambre d'amis sera telle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. » C'est ça qu'on veut pour le Québec moderne. ah, c'est bon, Est-ce que Mylène ou Patricia... Non, c'est trop beau comme fin. Je pense que je laisse On va laisser Vigneault conclure. Merci à nos panélistes de vos interventions. C'était encore une fois très apprécié.